Toujours dans le cinquième chapitre sur les collections et les interfaces, maintenant nous allons parler des méthodes de tri et de recherche dans les collections. Nous allons commencer par le tri. Je vais déclarer une classe tri call pour collection. Dans la méthode main, je vais ajouter un objet list qui va contenir des objets de type integer. Ensuite, je vais utiliser la méthode add pour ajouter ces différents objets à la liste. Donc, je vais mettre list.add new integer 9, par exemple pour le premier. Le deuxième, c'est 12 et le troisième, c'est 5. Ensuite, pour faire le tri de ma collection, bien de la liste, je vais utiliser la méthode sorts avec l'instruction suivante collections.sorts et entre parenthèses, je vais mettre le nom de la liste que je souhaite trier. Donc cette méthode elle est déjà prédéfinie et elle se trouve dans la classe collections. Ensuite, je vais essayer d'afficher les différents éléments de ma liste après avoir fait le tri. Donc je vais utiliser un itérateur, it, et puis tant qu'il y a des éléments à lire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ces éléments et puis je vais les afficher. Donc là, du moment que je vais traiter des objets de type integer, pour pouvoir accéder à la valeur correspondante, je vais utiliser la méthode int_value. Parce que it.next récupère un objet. Et pour accéder à la valeur, je vais mettre .int_value. Comme ça, je vais la récupérer. Pour afficher, ou bien lors de l'affichage, ça va donner 5, 9 et 12. Ensuite, je vais initialiser mon itérateur au début de la liste. Donc, après avoir parcouru tous les éléments, mon itérateur se place à la fin de la liste. Donc, si je souhaite réaliser d'autres traitements, je dois remettre le curseur ou bien l'itérateur au début de la liste. Et puis, tant qu'il y a des éléments à lire, je vais récupérer l'élément sous forme de chaîne de caractères, le mettre dans la variable s, et puis je vais l'afficher. Donc cette instruction permet de récupérer l'objet de type integer et le convertir vers le type string. Et après, je vais afficher son contenu, bien afficher les différentes valeurs de S. Ensuite, là aussi, je vais dire à la fin de la deuxième partie, le curseur est encore placé à la fin. Là, je vais le remettre au début de la liste et je vais parcourir tous les éléments. Tant qu'il y a des éléments à lire, je vais récupérer les éléments de ma liste et puis les convertir vers des chaînes de caractères. Et après, je vais les convertir en base 16. Et comme résultat, ça va donner 5, 9, 18. Donc, avec l'instruction, bien sûr, integer .parseInt, S c'est la chaîne de caractères, virgule 16. Ensuite, il y a l'interface comparator. Cette interface représente un ordre de tri personnalisé, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va spécifier comment il va trier les éléments de sa collection. Cette interface comparator est utile pour définir un ordre de tri différent de celui défini avec comparable. Donc l'interface comparable représente un ordre naturel. L'interface comparator contient une méthode qui s'appelle compare, qui demande en entrée deux objets et qui retourne un entier. Donc la valeur de retour est un nombre négatif si O1 est inférieur à O2. Retourne une valeur positive si O1 est supérieur à O2 et une valeur nulle si O1 et O2 sont égaux. Voilà un exemple dans lequel on souhaite trier des personnes par ordre alphabétique des noms. Voilà la classe personne qui contient deux attributs membres, le nom et le prénom. Ensuite, il y a le constructeur avec paramètres qui initialise les données membres à nom et prénom. Voilà les accesseurs et voilà la méthode toString qui retourne le nom et le prénom de la personne en question. Voilà l'implémentation de la méthode compare.
de l'interface comparateur qui va permettre de comparer les noms des personnes. Voilà, je vais déclarer une classe comparateur personne qui va implémenter l'interface comparateur. Donc, si je souhaite utiliser une méthode dans une interface, donc je dois implémenter l'interface qui contient la méthode en question. Donc ici, dans cette classe comparateur personne, je vais déclarer la méthode compare qui appartient à l'interface comparateur avec ses deux paramètres en entrée, objet 1 et objet 2, et je vais faire la comparaison entre les deux noms. Voilà ce que je vais faire. Je vais déclarer une variable nom1 de type string dans lequel je vais mettre le nom de l'objet O1 et une variable nom2 dans lequel je vais mettre le nom de l'objet O2. Et puis je vais faire la comparaison entre le nom de l'objet 1 et le nom de l'objet 2. Voilà l'utilisation de comparateur dans le programme principal. Je vais déclarer une liste de type ArrayList qui va contenir des objets de type personne. Donc entre deux inférieur et supérieur, nous allons mettre le type des éléments traités. Donc ils sont de type personne. Après, je vais ajouter plusieurs personnes, P1, P2 et P3. Je vais les déclarer d'abord. Donc je vais donner le nom et le prénom pour chacun des trois objets. Et puis je vais les ajouter à la liste avec la méthode add. Donc list.add P1 pour ajouter la première personne à la liste, list.add P2 pour ajouter la deuxième personne et list.add P3 pour ajouter la troisième personne. Ensuite, je vais appeler la méthode sort de la classe collections qui va me permettre de faire le tri des éléments de la liste en utilisant en comparant les noms des personnes. Donc voilà, je vais donner comme premier paramètre le nom de la liste que je souhaite trier. Et puis là, je vais appeler le constructeur de la classe comparateur personne. C'est-à-dire, je vais préciser que je vais utiliser la nouvelle définition de la classe, de la méthode compare. C'est-à-dire, je vais comparer les noms des personnes. Donc après avoir fait le tri, maintenant je vais essayer d'afficher le contenu de ma liste après avoir mis en ordre les différentes personnes. Donc je vais utiliser un itérateur iter que je vais initialiser au début de la liste et tant qu'il y a des éléments à lire, je vais récupérer l'élément en question et le caster vers une chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Donc en résultat, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le Harizi, donc comparaison par nom. Elle va prendre le Harizi, c'est LA, c'est le plus petit, puis Lotfi, ça c'est le suivant, et Salhi, c'est le troisième. Donc voilà, elle va être le Harizi, c'est le premier, le plus petit nom, Lotfi, le deuxième petit nom, et Salhi, c'est le troisième. Ensuite, il y a l'interface comparable. Tous les objets qui veulent utiliser un ordre naturel dans le tri d'une collection doivent implémenter cette interface. L'interface comparable définit la méthode compareTo qui demande en entrée un objet O et qui retourne un entier. Donc la valeur de retour de compareTo est un entier qui est négatif si l'objet de la classe est inférieur à l'objet en entrée, paramètre d'entrée de compareTo. La valeur de retour est positive si la donnée membre de la classe a une valeur supérieure à l'objet en paramètre d'entrée et une valeur nulle si les deux objets sont égaux. Donc les classes wrappers string et date implémentent cette interface. Ensuite, voilà un exemple. Je vais déclarer une classe personne qui va implémenter l'interface comparable. Donc là, dans la classe personne, je vais essayer de donner un nouveau code à la méthode compareTo. C'est pour cette raison, je dois implémenter l'interface qui contient la méthode compareTo et bien sûr, je vais implémenter l'interface comparable. Là, je vais ajouter les données membres, le nom et le prénom, le constructeur avec paramètres, les accesseurs et puis la méthode toString.
Et finalement, je vais redéfinir la méthode compare_to de l'interface comparable. Donc pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'objet O, donc il est de type object, je vais le caster pour qu'il devienne de type personne, et puis je vais prendre le nom, dire le nom dans les membres de la classe, je vais le comparer avec le nom que j'ai en paramètre d'entrée, c'est-à-dire p.nom. Ensuite, dans la classe qui contient la méthode main, je vais déclarer une liste de type ArrayList et qui contient des personnes, des objets de type personne. Je vais déclarer 3 personnes P1, P2 et P3. Je vais leur allouer la mémoire et les initialiser. Ensuite, je vais les ajouter à la liste. Je vais ajouter P1 à la liste, P2 et P3. Ensuite, je vais faire le tri, c'est-à-dire je vais appeler la méthode sort de la classe collections et là, je vais mettre uniquement le nom de la liste. Et par conséquent, il va utiliser le code de la méthode compare_to. Et finalement, je vais utiliser un itérateur pour afficher le contenu de ma liste. Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la boucle while, mais je vais utiliser la boucle for. Donc dans la première partie de la boucle for, je vais faire l'initialisation de l'itérateur. OK. Dans la deuxième, je vais faire la condition. Alors je vais récupérer tous les objets, ou bien l'objet qui est en cours, le mettre dans P, et puis l'appeler avec la méthode toString pour l'afficher sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, nous allons passer aux méthodes de recherche dans une liste. Voilà un exemple. Je vais déclarer une variable liste de type list ou bien ArrayList. Je vais déclarer 3 personnes P1, P2 et P3. Ensuite, je vais les ajouter à la liste avec la méthode add. Et puis, je vais utiliser un itérateur pour pouvoir afficher les éléments de ma liste. OK? Maintenant, je vais essayer de rechercher, par exemple, un objet P2, par exemple. Regardez ici, je vais mettre int index, c'est-à-dire je vais retourner un entier, collections.binary search. Binary search permet de faire une recherche binaire et cette méthode se trouve dans la classe collections et cette recherche va être réalisée dans la liste. Et l'objet que je vais rechercher, c'est P2. Et dans le troisième paramètre, c'est le comparateur que je vais utiliser. C'est new comparator person. OK, et finalement, ça va. Donc, je vais afficher le résultat de index. Donc, si P2 se trouve dans la liste, donc la valeur de retour va être différente de -1. Si elle n'existe pas, la valeur de retour va être égale à -1. Donc là, si je recherche P2, donc P2 c'est quoi? C'est le Harizi Mohammed qui existe dans la liste. Alors la valeur de retour va être égale à 1. Du moment que le Harizi Mohammed se trouve dans la position 1 de la liste. Ensuite, je vais déclarer une quatrième personne P4, Rahimi Karim par exemple, et je vais rechercher cette personne P4 dans la liste, dans la variable liste. Et là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va retourner une valeur négative, ce qui veut dire que Rahimi Karim n'existe pas dans la liste. Ensuite, il y a autres opérations sur les collections. La classe collection propose plusieurs méthodes statiques pour effectuer des opérations sur des collections. Ces traitements sont polymorphiques car ils demandent en paramètre un objet qui implémente une interface et retourne une collection. Voilà quelques méthodes utiles avec les collections. Il y a la méthode copy qui permet de copier tous les éléments de la deuxième liste dans la première liste. Après, il y a la méthode énumération qui permet de renvoyer un objet énumération qui permet de parcourir la collection. Après, il y a la méthode max qui permet de renvoyer le plus grand élément dans la collection.
Ensuite, il y a la méthode max aussi, mais avec deux paramètres qui permet de renvoyer le plus grand élément de la collection, mais en respectant l'ordre qui est précisé dans le comparateur, c'est-à-dire l'ordre de comparaison. De la même manière, il y a la méthode min qui permet de renvoyer le plus petit élément de la collection. Ensuite, le min avec deux paramètres, donc je vais renvoyer le plus petit élément de la collection, mais selon l'ordre précisé dans le comparateur. Il y a la méthode reverse qui permet d'inverser les éléments d'une liste qui est fournie en paramètres. Il y a la méthode shuffle qui permet de réordonner tous les éléments de la liste, c'est-à-dire il va les mettre dans un ordre aléatoire. Il y a la méthode sort qu'on a déjà vue qui permet de trier les éléments d'une collection. Et puis il y a sort avec deux paramètres qui permet de trier une liste en utilisant le comparateur, c'est-à-dire le code qu'on a déjà mis dans le comparateur. Après, il y a les classes génériques. Une classe générique est une classe Java qui peut être réutilisée pour des objets de différents types. Prenons l'exemple de la classe ArrayList qui permet de stocker des objets dans une collection, et cette classe expose entre autres une méthode get et une méthode add. Donc j'ai une méthode get qui permet de retourner l'objet qui se trouve dans une position quelconque, et add qui est une méthode qui permet d'ajouter un objet dans une collection. Alors cette classe a été utilisée dans plusieurs applications, mais en toute rigueur, on peut lui faire deux reproches. Le premier reproche, c'est qu'à chaque fois qu'on lit un objet d'une liste, on doit le caster dans le bon type. Par exemple, pour une liste de string, on devra écrire list.get et précédé par string. C'est-à-dire que à chaque fois, on devrait caster la valeur de retour, qui est généralement de type object, on va la caster vers le type souhaité. La deuxième reproche, c'est que la classe n'impose aucun contrôle lorsque l'on ajoute des objets. Si par erreur on introduit d'autres objets que les strings dans une telle liste, on ne pourra s'en rendre compte qu'à la lecture du contenu de la liste. C'est-à-dire ce sera déjà trop tard, c'est lors de la compilation, c'est lors de l'exécution qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème au niveau du type. C'est pour pallier à ces problèmes que les génériques ou bien les classes génériques ont été introduites en Java, car elles permettent de déclarer une liste qui contient des strings par exemple, qui permet de déclarer dès la compilation que l'on est en train d'ajouter des éléments différents de strings dans notre liste, et puis elle permet d'éviter de devoir faire des castes lors de la lecture. Voilà, en utilisant les génériques, on peut écrire notre classe ArrayList de la manière suivante. Donc on va ajouter entre deux inférieur et supérieur, on va ajouter le type T. Et là, comme valeur de retour, je vais mettre le T. Et là, comme paramètre d'entrée, je vais mettre le T. C'est ça le type générique. Dans cette écriture, T est le type générique. Lors de l'instanciation de cette classe, on doit lui donner une valeur qui doit être une classe ou bien une interface. Dans le cas où T représente le type string, notre classe devient donc ArrayList string, et puis string get et add string s. Voilà des exemples de déclaration de variables. Voilà liste de string. Je vais mettre ici le type générique, c'est string, et new ArrayList, et là aussi je vais mettre string. Si je veux déclarer une liste de integer, donc je vais la précéder sa déclaration par le type générique integer, et après, bien avant de mettre les accolades du constructeur, je vais mettre le type integer. On voit dans cette classe que la méthode add prend un string en paramètre, et ajouter un objet d'un autre type donne une erreur de compilation, ce qui était
notre objectif. Donc là, lorsqu'on a précisé le type ici, type string, donc lors de la compilation, la recherche des erreurs, si on entre une variable de type différent, ça va générer une erreur. Ok, ce n'est pas au moment de l'exécution que ça va donner une erreur. De plus, la méthode get retourne également un string, ce qui va nous éviter d'utiliser un cast à chaque lecture. On voit également que l'on peut de la même façon créer une liste d'autres types de string et de integer par exemple. On peut également déclarer un type générique dans la description d'une méthode, que cette méthode appartienne à une classe générique ou non. Voilà un exemple, j'ai une classe dans laquelle je vais déclarer une méthode qui s'appelle getFirst et puis j'ai un tableau et pour le type du tableau je vais préciser le T et là aussi pour la valeur de retour est de type T. La déclaration du type générique doit se faire en déclarant ce type entre brackets après les modificateurs de la méthode getFirst, ici public et statique. Donc voilà la syntaxe générale de l'appel de cette méthode. Donc là, je vais mettre le nom de la classe, générique exemple, point, et avant la méthode, je vais mettre le type de la valeur de retour souhaitée. Et là, je vais mettre Mohamed, Amin, Sarah, par exemple, une liste de chaînes de caractères. Ainsi, la déclaration du type doit se faire avant l'écriture du nom de la méthode, comme précisé ici, c'est le type string. Et dans la pratique, et dans notre exemple c'est le cas, cette déclaration est optionnelle car la machine Java saura deviner ce type. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc déclarer ce type systématiquement est donc une bonne pratique. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser des types génériques, il vaut mieux mettre le type de la valeur de retour de la méthode. Alors, c'est ainsi que prend fin notre chapitre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.